Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler d'un sujet très intéressant. On a eu la présentation un petit peu de l'architecture et des specs de la PlayStation 5 pendant la semaine, si vous ne l'avez pas vu. On avait aussi beaucoup d'informations sur la Xbox Series X. Alors, il y en a qui vont me dire, bon, j'ai une chaîne où je parle pas mal de PC, donc il y en a qui vont être en mode, oh, je préfère que tu parles de PC, ça ne me concerne pas vraiment. Il faut savoir que déjà, beaucoup de gens qui ont des PC ont souvent aussi une console, et aussi ces consoles de jeux qui vont sortir vont influencer de manière générale l'industrie du jeu vidéo. Donc même si vous êtes sur PC, ça va vous influencer d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que je voulais justement en parler, parce que je trouve ça très intéressant. Aussi, et je tiens à le préciser, directement, pour ceux qui commencent déjà à taper des commentaires, je ne suis pas là pour dire telle ou telle console est meilleure, parce que je m'en fiche honnêtement. Pourquoi? Parce que la meilleure console, c'est la console à laquelle vous pouvez jouer et que vous aimez jouer. C'est aussi simple que ça. Même si c'est pas la plus puissante, même si c'est pas celle avec tous les meilleurs jeux ou autre chose, si vous avez ce qui vous plaît dessus et que vous amusez, c'est ce qui compte. Donc, merci de garder les commentaires propres, parce que il y a des fois, ça arrive que j'ai déjà fait une vidéo comme ça par le passé où la vidéo s'est fait référencer et il y a des gens qui connaissaient pas trop ma chaîne qui sont venus et qui croyaient que j'étais là en mode en train de critiquer par exemple la Xbox, c'était à l'époque, mais je m'en fiche, je m'en fiche. Je ne parle... Ici, on va parler que des specs et de ce que ça veut dire derrière. Je vais aussi en profiter, pour ceux qui seraient intéressés par ces deux consoles, pour vous parler de ce qui est un petit peu plus marketing, parce qu'il y a des trucs très marketing où ils aiment bien donner des gros chiffres, ça fait beau, hein, et des trucs qui sont vraiment importants pour vous. Donc, voilà. Du coup, voici les specs. Et un truc très important qu'il faut parler directement, c'est rétrocompatibilité. Ces deux consoles sont normalement, et peu importe ce que dirait Microsoft ou Sony, Sony a dit qu'eux, ils testaient les jeux pour voir si c'était rétrocompatible. Microsoft ont assuré aussi que c'était rétrocompatible. Mais peu importe ce qu'ils disent, ces consoles sont basées sur le même genre d'architecture, évidemment beaucoup plus moderne, que les PlayStation 4 et les Xbox One. Donc on est sur des processeurs x86, c'est des processeurs que vous avez dans des PC. Euh, donc là, notamment, on a certainement pour ces deux consoles l'équivalent d'un Ryzen 3700X, c'est un processeur que vous pouvez acheter à l'heure actuelle. Vous avez une carte graphique très similaire à ce que vous retrouvez dans un PC, même type d'architecture, même façon de gérer les choses et tout ça. Donc, le truc, c'est qu'ici, même si c'est une nouvelle architecture, c'est basé sur les mêmes principes. Donc, il n'y a rien qui les empêcherait de rendre tous les jeux rétro-compatibles. C'est un peu comme vous achetez un PC en 2010, vous achetez un PC en 2020, vous pouvez mettre le même système d'exploitation pratiquement dessus. Vous pourriez mettre Windows 10 sur un PC de 2010 ou le mettre sur un PC de 2020 parce qu'ils utilisent les mêmes choses. Il y en a un qui est beaucoup plus puissant que l'autre, évidemment, beaucoup plus récent, mais ils sont basés sur les mêmes principes. C'est la même chose ici. Donc, quoi qu'il arrive, et je tiens vraiment à le préciser, tous les jeux devraient, et vraiment devraient être rétrocompatibles pour vous en tant que consommateur. C'est une chose que les constructeurs de consoles et les développeurs de jeux vidéo devraient vous fournir parce que c'est, selon moi, c'est le strict minimum qu'ils peuvent faire, justement. Mais aussi, c'est un truc très important parce qu'il va évidemment avoir la guerre des consoles, nouvelle génération, telle console sera la meilleure, telle console sera la meilleure, hein. Il y a toujours ça à chaque génération. Et là, le truc qu'il va falloir retenir, c'est que ça va influencer pas mal cette guerre parce que ben, ça veut dire que les deux constructeurs de consoles, en gros, si vous avez une PS4, vous avez 30 jeux PS4, vous n'allez pas prendre une Xbox Series X parce que vos jeux ne seront pas compatibles avec. À part si, évidemment, vous gardez votre PS4 qui marche toujours pour y jouer, ou à part et que vous voulez peut-être avoir quelque chose qu'il n'y a que sur la Xbox, vous voyez. Mais la plupart des gens, certainement, vont peut-être pas l'acheter tout de suite aussi, et puis vont juste regarder et être en mode, ok, ben, je vais prendre celle où il y a mes jeux qui sont rétrocompatibles, parce que comme ça, je peux continuer de jouer à mes vieux jeux et que ça fonctionne. Donc ouais, ça c'est un truc très important qui va falloir tenir compte. Et ça veut dire que c'est aussi techniquement euh, une bataille qui va être un peu plus difficile pour Microsoft, justement, parce que ben, on peut regarder juste les chiffres. Sony a vendu plus de PlayStation que Microsoft a vendu du Xbox One, parce que ben, ils avaient peut-être des meilleurs jeux, des meilleures exclusivités et tout ça, et ça leur a fait vendre plus de consoles. Donc, ici, on a évidemment un petit désavantage directement donné pour Microsoft. Ok, alors parlons spec maintenant, et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve ça en tout cas plutôt intéressant. Donc, comme j'avais dit,
les deux consoles sont basées sur le même processeur au final de chez AMD. Donc c'est un processeur sous Zen 2. Donc c'est l'équivalent d'un 3700X. Genre pour la Xbox Series X, en tout cas, c'est très proche d'un 3700X parce que c'est la même fréquence et tout, pour dire. Pour la PlayStation 5, c'est un 3700X qui sera un peu plus bas au niveau fréquence, mais ça reste très proche. Honnêtement, ça ne va pas faire beaucoup d'influence à ce niveau-là. Ensuite, on arrive à la carte graphique qui est selon moi la plus intéressante parce que c'est là qu'on a le plus de différence, justement. Donc, la Xbox a 52 compute units et c'est un GPU, encore une fois, de chez AMD, basé sur l'architecture RDNA 2. Donc, c'est la même architecture, mais version améliorée que vous avez dans les 5700, 5700 XT pour information. Donc, c'est des cartes graphiques qui sont pour PC. Évidemment, c'est la version 2 de l'architecture, donc elle sera largement améliorée, certainement. Elle est aussi normalement gravée dans une meilleure finesse de gravure, enfin une version améliorée en tout cas de cette finesse de gravure, donc ce qui devrait donner un peu plus de performance. Et du coup, ben, la PlayStation 5, c'est la même chose. On a un GPU RDNA 2 de chez AMD, sauf qu'ici, la différence, c'est que vous avez 36 CU. Donc ces CU, pour information, c'est des compute units. C'est un peu... Le GPU, en gros, est divisé en compute units. Donc ça veut dire que sur la Xbox Series X, ben, il y en a plus, tout simplement. Il y en a 52. Et sur celle de la PlayStation 5, il y en a 36, justement. Du coup, ça influence directement les performances de la console. Toutefois, il y a un deuxième truc très important qu'il faut toujours tenir compte, c'est la fréquence. Vous pouvez avoir un processeur weaker, très performant, mais s'il tourne à 1 GHz, bah, il sera beaucoup moins performant qu'un processeur 4 cœurs qui lui tourne à 4 GHz, justement. Et là, il y a un petit peu ça, pas évidemment aussi exagéré, mais il y a un petit peu ça. Par exemple, la Xbox Series X tourne à 1825 MHz sur son GPU. Donc c'est la fréquence de la carte graphique ici. Et sur la PlayStation 5, elle peut tourner jusqu'à 2230 MHz. Après, il faut tenir compte que Sony a indiqué qu'ils avaient un mode un petit peu boost pour la console, donc elle peut booster pour avoir des meilleures performances, mais elle ne sera pas toujours en boost. Il faut en tenir compte selon, par exemple, si elle est bien refroidie et tout ça. Et du coup, il y a une grosse différence ici. Et cette différence permettra, et clairement, de compenser justement le fait que le GPU de la PlayStation 5 est moins gros et moins de puissance brute, on peut le dire. On a aussi du coup le chiffre qu'ils aiment bien donner, le nombre de teraflops de puissance. Donc par exemple sur la Xbox Series X, vous en avez 12,14. Sur la PlayStation 5, vous en avez 10,28. Donc vous voyez qu'au final, la différence n'est pas si grande que ça, malgré une assez grosse différence au niveau des compute units. Hein. Il y a clairement la fréquence ici qui permet de compenser un petit peu. Mais il y a quand même une différence en faveur de la Xbox Series X. Et même si c'est juste de la puissance brute et que ça veut rien dire, parce qu'il faut utiliser cette puissance brute, je veux dire, vous pouvez, par exemple, le meilleur exemple, c'est l'iPad de chez Apple, très puissant, mais il n'est pas vraiment utilisé à son plein potentiel, parce qu'il n'y a pas les logiciels qu'il faut, qui peuvent tourner dessus ou autre chose. Donc c'est le même exemple ici, c'est vous pouvez avoir beaucoup de puissance, si vous ne l'utilisez pas, elle ne sert juste à rien en fait. Donc il faudra voir comment ils les utiliseront chacun de leur côté. Après, soyons honnêtes, le truc c'est que c'est des architectures, comme j'ai dit, qui sont similaires à l'ancienne. Donc, c'est très similaire à la PlayStation 4 et à la Xbox One. C'est très similaire à ce que vous avez sur PC. Du coup, les développeurs sont déjà habitués. C'est pas comme s'ils allaient découvrir des choses. Et puis, c'est un peu comme la PlayStation 3 à l'époque. Ils découvraient un petit peu des manières d'optimiser les performances. Non, là, tout est déjà connu. Donc, le truc, c'est comme ils connaissent déjà tout, ils peuvent déjà essayer d'utiliser le maximum possible. Donc, selon moi, genre, à moins que les développeurs soient vraiment pas compétents, soyons honnêtes, il n'y aura aucun problème pour utiliser la full puissance de la Xbox Series X ou même la full puissance de cette PlayStation 5. Donc, j'ai vu un peu cet argument flotter, mais je vous le dis, vraiment, les développeurs, en tout cas ceux qui se débrouillent, utiliseront déjà pleinement cette puissance, c'est sûr et certain. Ensuite, on a le sock d'iSize, c'est la taille du package, on va dire. C'est là où il y a le GPU et le CPU intégrés dessus. Ça n'est pas très important, ça. Je veux dire, ça ne veut même pas dire grand-chose, on va être honnête. On a le processus de gravure. Ça devrait être le même pour les deux consoles. C'est exactement le même genre de GPU et de CPU. Ça devrait être le même pour les deux consoles, donc ça ne changera pas. Ensuite, on a la mémoire qui, du coup,
est la même pour les deux consoles. Toutefois, il faut tenir compte, la Xbox Series X a un bus de 320 bits de largeur. Donc, comment l'expliquer pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde? Imaginez, vous avez une autoroute. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de vous le donner. Vous avez une autoroute avec 4 lignes de circulation, ok? Pour simplifier cet exemple, on va juste dire que l'autoroute a toutes les lignes qui roulent dans la même direction. Vous avez 4 lignes pour rouler sur cette autoroute. Donc ça, c'est un peu votre largeur de bus. Et ensuite, vous avez la vitesse de la mémoire. Donc là, c'est de la GDDR6. Elle devrait tourner à 14 000 MHz normalement. Eh bien ça, c'est justement la vitesse que vous pouvez rouler sur cette autoroute. Du coup, le truc, c'est que vous pourriez vous dire, OK, la Xbox est meilleure, elle a plus de bits. Oui, peut-être. Peut-être qu'elle a 5 lignes de circulation et que la PlayStation 4 en a que peut-être 4, justement. Mais on ne sait pas, il ne le donne pas exactement. Peut-être que la PlayStation 5 utilise la meilleure GDDR6 qui permet d'aller compenser un petit peu cette différence. Donc, le meilleur moyen de le voir en général, c'est justement via la memory bandwidth. Ça, il le donne par contre. Donc ça, c'est la bande passante de la mémoire. C'est à quelle vitesse elle peut aller. Et là, ça devient un peu genre bancal, on va dire. Parce que la Xbox Series X, en réalité, a on va dire, deux vitesses possibles pour sa mémoire. Vous avez 10 Go qui tourne à 560 Go à la seconde, donc très rapide. Et vous avez 6 Go de la mémoire qui tourne à 336, moins rapide. Et la PlayStation 5, toute la mémoire en entier tourne à 448. Donc vous voyez, il y a une partie de la mémoire chez la Xbox qui est plus rapide et une partie qui est moins rapide. Et puis sur la PlayStation, tout est de la même vitesse. Du coup, honnêtement, c'est difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. Je ne sais pas si ça forcément va influencer beaucoup les choses, mais en théorie, pour les développeurs en tout cas qui se débrouillent le mieux et qui savent bien utiliser ces 10 Go plus rapides, en théorie, vous devriez avoir des meilleures performances sur cette Xbox Series X. Après, évidemment, ça dépend énormément des développeurs. Et ça, c'est un truc qu'il faut répéter souvent avec beaucoup de choses, c'est que les développeurs peuvent avoir la meilleure machine au monde, s'ils ne savent pas l'utiliser, ils feront juste n'importe quoi avec. Et enfin, un dernier point qui est assez différent, bon, enfin, c'est pas le dernier point, mais c'est le dernier point, on va dire, au niveau des specs, c'est le stockage. Les deux consoles ont des SSD, donc bienvenue au monde des SSD si vous êtes joueur console. On en profite depuis pas mal d'années sur PC, vous allez voir, c'est génial, franchement. Donc bienvenue du coup. La Xbox Series X a 1 Tera de SSD, la PlayStation 5 en a 525 Go. Une petite différence ici qui donne un petit avantage à Xbox parce qu'elle permet littéralement de stocker un jeu en plus, on va être honnête. Il y a clairement la capacité pour un jeu en plus, un gros jeu en plus. Après, est-ce que ça va influencer beaucoup les gens? Je ne sais pas honnêtement, surtout si vous avez encore une fois toute votre librairie de jeux PlayStation 4. Vous avez peut-être envie de jouer sur la PlayStation 5 avec. Par contre, là où il y a une différence, c'est la vitesse. Donc là, c'est le seul vraiment endroit où la PlayStation 5 a clairement un avantage de vitesse pur, sans tenir compte de ce que vont faire les développeurs avec. Donc la Xbox Series X a un SSD qui va jusqu'à 2,4 Go à la seconde. Pour information, c'est la vitesse classique d'un SSD NVMe comme celui-là, par exemple, que vous avez dans un PC. C'est même un petit peu plus lent, techniquement. Et par contre, la PlayStation 5 a un SSD qui va jusqu'à 5,5 Go à la seconde. Là, c'est par contre la vitesse d'un SSD PCI Express 4.0, ce qui est assez intéressant, parce que visiblement, cette PlayStation 5 semble utiliser plus le PCI Express 4.0, ce qui m'étonnait assez bien que, par exemple, la Xbox ne l'utilise pas plus. Donc ouais, ça c'est par contre des SSD que vous avez... Il en existe très peu sur les PC actuellement. Il en existe 3 sur le marché, si je me souviens bien. Il y en a qui arrivent, mais il y en a très peu qui existent. Et ils sont réellement très rapides. Et ça, c'est juste des données pures. Il y a aussi... Les deux consoles ont le même truc, c'est que vous pouvez compresser les données pour les sauvegarder plus vite. Et du coup, ça permet d'avoir encore des meilleures performances. Après, je pense que la compression n'est pas ici forcément pour gagner en performance parce que, oui, vous gagnez en performance parce que si vous prenez un fichier d'1 giga et que vous le compressez et qui fait plus que 500 MO, oui, vous avez 2 fois moins à sauvegarder, vous gagnez en performance. Mais vous avez dû compresser ces données. Et pour compresser ces données, vous avez dû utiliser, par exemple,
le processeur. Donc ça utilisait des performances haute part en fait. Donc c'est pas vraiment toujours un pur gain de performance, hein, de compresser comme ça. Par contre, ça peut être très important pour permettre de stocker plus sur ce SSD. Si un jeu est compressé sur le SSD et qui peut être décompressé très rapidement, ça vous permettra de stocker plus de jeux dessus. Donc ça, c'est assez important quand même. Ensuite, et c'est là qu'on arrive au dernier truc, il y a des petites specs un peu moins, on va dire qui influencent un peu moins. Donc vous avez la mémoire extensible, donc vous pouvez étendre la mémoire de ces deux consoles, donc mettre plus de stockage. Pour information, Sony a pris une approche propriétaire, donc c'est-à-dire que vous avez des sortes de petites cartes d'extension qui sont propriétaires, et Sony, par contre, c'est plus des SSD NVMe certifiés Sony. Donc, pas vraiment propriétaire, mais après, il faut le tenir compte, comme c'est certifié Sony, comme très souvent, la certification, à mon avis, doit être payée. Donc, c'est-à-dire que le constructeur de SSD va devoir payer pour certifier son SSD ou autre chose, ce qui pourrait rajouter du coût. Donc là, les deux solutions, clairement, Sony a la meilleure solution ici de faire un SSD plus classique plutôt que Microsoft avec un truc propriétaire. Et ça, avoir un SSD propriétaire, je ne suis pas grand fan parce que ça ne... C'est dommage même, c'est dommage, parce que ça veut dire que vous ne pourriez pas vous-même vous faire votre propre... Parce que là, ils disent, ah, ok, vous pouvez juste utiliser des trucs certifiés, mais à mon avis, il y a des gens qui vont trouver des moyens de traficoter, de prendre un SSD comme celui-là que j'avais, et puis l'utiliser pour stocker justement votre librairie PlayStation 5. Mais avec Microsoft, ce ne sera pas possible, justement. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Vous avez aussi la possibilité d'étendre avec des disques durs externes. Ça peut inclure des disques durs SSD externes au final, hein. La Xbox a un port USB 3.2 et le PlayStation 5, il ne le précise pas vraiment, mais à mon avis, ce sera du 3.2 certainement aussi, parce que l'architecture Zen 2 de chez AMD supporte ça de toute manière, donc je ne vois pas pourquoi ils ne s'amuseraient pas à l'utiliser. Vous avez aussi évidemment un lecteur Blu-ray 4K, un port HDMI 2.1, très important l'HDMI 2.1 parce que c'est ce qui permet déjà de supporter les nouvelles normes au niveau du rafraîchissement variable. Donc ça permet par exemple d'avoir votre console qui, peut-être si le jeu tourne à 59 FPS, ben, votre écran va tourner à 59 FPS aussi à la seconde. Donc ça permet d'avoir une meilleure expérience, moins de screen tearing et tout ça. Et aussi, l'HDMI 2.1 est le seul HDMI qui supporte le 4K 120 fps. Donc ça, c'est assez important aussi. Même si, selon moi, les deux consoles, dans les gros jeux AAA, vous n'allez pas tourner à 4K 120 fps. Soyons honnêtes. Ou alors, ils vont devoir sacrifier des trucs pour y arriver. Et c'est peut-être pas une chose que vous voulez non plus. Et puis, au niveau de l'audio, il y a juste Sony qui dit qu'ils ont un audio 3D, tout le tralala. Ok, après, tenez compte qu'avec l'audio, le plus important, ce n'est pas forcément la technologie, c'est juste, il vous faut un bon casque ou un bon système audio. Si vous n'avez pas un bon système audio, ça sert à rien d'avoir un audio 3D, tout le tralala, ça ne sert à rien, vraiment. Donc si vous connectez votre magnifique PlayStation 5 à une TV qui a un système audio décevant, ça ne va pas l'améliorer, ok? Donc ne partez pas du principe que ça va l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Ok, maintenant qu'on a les specs, euh, qu'est-ce qui va influencer justement, et j'aurais dû dire au début de la vidéo que j'allais mettre une table des matières, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau de toutes ces specs au final? Qu'est-ce qui est surtout marketing, qu'est-ce qui est plus important? Le plus important, c'est le CPU et le GPU. Et dans les deux cas, on a deux GPU qui sont plutôt puissants. La Xbox a clairement un GPU qui est plus puissant, et même un CPU qui est légèrement plus puissant, même si là, ça va faire moins de différence. On a aussi un petit peu cette drôle de chose avec la mémoire, où il y a une partie de la mémoire qui est plus rapide, une partie de la mémoire qui est plus lente. Donc voilà. Mais clairement, oui, la Xbox ici a un meilleur GPU. Mais la PlayStation 5 a quand même un assez bon GPU. Pour info, si on compare justement, les deux consoles ont un GPU plus puissant qu'une 5700 XT, qui est une carte graphique que vous pouvez acheter pour 400 € maintenant sur le marché. Et même le GPU de la Xbox Series X, d'un point de vue pure performance, visiblement va certainement être au niveau d'une carte graphique qui vaut, donc une RTX 2080 Super, qui vaut 800 €. Ce qui est plutôt bon, parce que, pour information, quand la Xbox One est sortie, ou même la PlayStation 4 est sortie, elles avaient des GPU qui étaient genre équivalents à des cartes qui valaient 300, 400 €. Donc vous voyez que c'était pas... Voilà, c'était bien, mais
ça manquait un petit peu plus selon moi. Et peu importe qui vous êtes, je pense que quand vous mettez 400, 500 euros pour une console, vous voulez avoir le plus possible. Et le plus possible, ben, ça fait plaisir quand même. Pour information, quand la PlayStation 3 était sortie, elle avait l'équivalent d'un GPU qui valait, je sais plus le prix des cartes à l'époque, mais c'était la plus grosse carte graphique. En gros, c'était Nvidia qui fournait le GPU pour la PlayStation 3 et c'était leur plus grosse carte graphique du moment. Donc c'est comme si, imaginez que c'est Xbox et PlayStation 5 sortaient avec une RTX 2080 Ti, qui est la plus grosse carte graphique de chez Nvidia en ce moment. Ce serait plutôt monstrueux en fait. Là, on n'y est pas vraiment, mais c'est quand même une amélioration selon moi par rapport à l'ancienne génération qui, honnêtement, était un petit peu à la sortie déjà un petit peu, pas dépassée, mais déjà limitée, on va dire. Donc là, c'est quand même cool. Donc clairement, déjà, rien qu'à la sortie, vous en aurez déjà plus pour votre argent et ça, c'est une bonne chose dans les deux camps. Peu importe si vous êtes Xbox ou PlayStation 5. Mais il faut tenir compte, oui, que là, il y a un petit avantage chez justement Microsoft avec le GPU de la Xbox. Donc on verra ce que ça donnera évidemment dans les jeux, tout simplement. C'est là que ça deviendra vraiment intéressant de voir si les développeurs en tirent parti pleinement et que ça se voit dans les jeux qu'il y a une différence au niveau graphique ou une différence au niveau FPS ou autre chose. Maintenant, le point marketing qui selon moi est un petit peu genre assez marketing, je vais être très honnête, c'est les SSD. Le truc c'est que le plus important avec le SSD, c'est qu'il ce soit un SSD déjà. Pour ceux qui ne savent pas, l'un des grands avantages des SSD, c'est que contrairement à un disque dur, le disque dur, il doit tourner physiquement sur lui-même pour accéder aux données. Et ça prend du temps. Ça prend du temps réellement. Alors ce temps pour vous, pour un être humain, c'est négligeable, franchement. Mais pour un ordinateur, pour une console, pour un jeu, ça a beaucoup d'influence. Ça fait que pas juste les temps de chargement sont plus longs, ça veut juste surtout dire que, par exemple, vous êtes dans un jeu, il y a, par exemple, une texture à charger, et ben, elle va mettre plus de temps à charger sur un disque dur. Et peut-être que même, si le développeur fait mal son travail, si cette texture ne charge pas assez vite, ça peut même faire freeze le jeu. Il y a certains jeux qui sont comme ça. Du coup, l'avantage du SSD, c'est que l'accès aux données est très rapide, moins d'un milliseconde. Sur un disque dur, c'est au minimum, vraiment 10 millisecondes. Donc là, vous voyez déjà, genre, c'est une différence de x10 au niveau temps d'accès. Donc ça, c'est vraiment ce qui donne cette rapidité au SSD. Enfin, cette rapidité, cette impression que c'est, je sais pas comment dire, c'est vraiment, ça a du répondant, c'est vraiment ça. Un peu comme une voiture, vous appuyez sur la pédale d'accélération, ça accélère tout de suite, vous voyez. Peu importe, même si elle n'a pas beaucoup de chevaux, peut-être qu'elle paraît rapide juste parce qu'elle accélère tout de suite. Maintenant, il y a aussi la vitesse. Et ça, la vitesse, c'est important. C'est clairement important. Mais au-delà d'une certaine quantité de vitesse, on va dire, ça sert plus à grand-chose. Et c'est déjà le cas sur les PC, on peut le voir. C'est qu'il y a des tests qui ont été conclus. Le truc, c'est que quand vous avez un SSD, vous avez les SSD SATA, c'est les SSD qui sont les moins chers, ils vont jusqu'à 1 demi-giga à la seconde de vitesse, donc 500 MO. Donc beaucoup moins rapide que les deux SSD que vous avez ici, hein. Mais ils sont moins chers aussi. Et puis vous avez les SSD PCI Express qui sont aussi rapides que ces SSD-là. Et le truc, il y a des tests qui ont été faits et au final, dans la plupart des jeux, oui, ça vous fait peut-être... Le truc, c'est que vous allez avoir une grosse différence entre le disque dur et le SSD, mais entre le SSD et le meilleur SSD, celui qui va plus vite, vous allez avoir une différence, oui, mais elle est tellement petite que ça ne vaut pas la peine, en fait. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, là, il faudra voir. Peut-être que, et c'est le cas certainement, peut-être que les développeurs vont se permettre de mettre un peu plus de trucs sur le SSD. Peut-être stocker des textures sur le SSD en attendant de les utiliser plus tard dans le jeu, plutôt que de les mettre dans la mémoire. Par exemple, sur la Xbox, ça va être très important parce que elle n'a que 10 gigas de mémoire très rapide et puis l'autre partie de la mémoire est un peu moins rapide. Donc peut-être que les développeurs vont pouvoir être en mode OK, on stocke ça de côté-là et on le reprend quand on en a besoin. Et comme c'est un SSD, c'est rapide, ça ne prend pas du temps pour accéder aux données, ça va. Donc ça, c'est quelque chose que, oui, la vitesse pourrait être importante. Mais tenez compte, il y a pas mal de marketing là-dessus, par contre. 5,5 gigas à la seconde, honnêtement, je ne sais pas si ouais, ça va être très utile forcément, à part, encore une fois, si le développeur s'amuse à stocker beaucoup de choses sur le SSD au lieu de la mettre dans la mémoire. Après, il y a un moment, 16 Go de mémoire, c'est déjà pas mal de mémoire, franchement.
même pour un jeu qui tourne en 4K avec des textures très haute résolution, c'est quand même pas mal de mémoire. Donc, genre, le but des développeurs, devrait être d'utiliser au maximum la mémoire, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et après, ils peuvent utiliser le SSD. Donc, c'est cool à voir des SSD et tout ça, mais si vous voyez beaucoup de marketing là-dessus en mode ouais, on a le meilleur SSD, c'est le plus rapide ou autre chose, c'est en mode oui, c'est bien, mais voilà quoi, c'est pas le truc qui va être le plus important ici. Vraiment, ce qui va être le plus important, c'est la puissance du GPU même. Le CPU, vous pouvez encore l'ignorer, mais le GPU, c'est là qu'il y a la plus grosse différence. Et aussi un truc, et c'est ça que je voulais un petit peu vite fait montrer, mais qu'on n'a pas encore, et c'est pour ça que je peux pas vraiment plus en parler pour la PlayStation 5, c'est le refroidissement. Parce que le truc, c'est que vous pouvez avoir la console la plus puissante au monde, si elle est mal refroidie, elle va juste perdre en performance parce que pour éviter qu'elle surchauffe, elle va diminuer son niveau de performance. Donc c'est justement un truc qu'il y avait dans la présentation Sony, ils disent qu'elle peut booster jusqu'à 2230 MHz, mais évidemment, si elle est trop chaude, si par exemple quelqu'un joue dans une pièce très chaude, elle va descendre au niveau de cette fréquence. Et c'est très important à noter. Du coup, sur la PlayStation, la Xbox Series X, voilà à quoi ressemble l'intérieur de la Series X. C'est une vidéo de Austin Evans qui est plutôt intéressante. Donc vous avez le ventilateur ici au-dessus. Vous avez un radiateur ici qui, bizarrement, comme vous pouvez le voir, ne prend pas toute la hauteur de la console. Je suppose qu'ils ont leur raison. À mon avis, c'est peut-être aussi pour la pression de l'air. Peut-être que si le radiateur est plus grand, l'air a plus de mal à passer à travers et du coup, le flux d'air peut-être diminue ou peut-être que la console devient plus brillante parce que le ventilateur doit compenser. Donc peut-être qu'ils ont trouvé le meilleur équilibre en faisant ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas un ingénieur chez Microsoft, mais il y a certainement une bonne raison. Et comme vous pouvez voir, alors ça peut paraître petit, mais justement, Austin Evans le montrait, c'est un assez grand refroidissement. Vous voyez, il est juste ici, c'est un assez grand refroidissement. Après, avoir aussi la vitesse du ventilateur et tout ça, ça utilise une chambre à vapeur pour information. Donc c'est une surface d'échange où vous avez un liquide, un certain liquide, ce n'est pas de l'eau, qui au contact de la chaleur se transforme en vapeur et s'éloigne de la surface chaude pour aller se faire refroidir, par exemple, sur l'autre partie, sur une surface plus importante. C'est vraiment, vous essayez de prendre une petite surface où vous générez beaucoup de chaleur et vous répartissez cette chaleur sur une plus grande surface où vous pouvez dissiper cette chaleur avec de l'air, par exemple. Donc c'est le cas ici avec cette chambre à vapeur. Du coup, il faudra voir aussi la qualité de cette chambre à vapeur, si aussi la qualité du ventilateur, s'il pousse assez d'air à travers et tout ça. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas aussi pour la PlayStation 5. Comme j'ai dit, on ne sait pas franchement qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme solution de refroidissement et tout ça. Donc ça, c'est un des derniers points où vous êtes en mode « Ok, je ne sais pas. On verra bien. Peut-être, peut-être pas. » Et donc voilà. C'est à peu près tout, franchement. C'est tout ce on a au niveau information. Donc comme je vous le dis, ça c'est les purs specs. Il faudra voir ce que les développeurs en font. Il faudra voir ce que Microsoft et même Sony en font aussi. Genre s'ils permettent aux développeurs de pleinement les utiliser. Il faudra voir si c'est correctement refroidi. Il y a beaucoup d'interrogations. Une chose est sûre par contre, c'est que cette hausse de la performance au niveau des consoles va dire que beaucoup de jeux qui sont faits pour consoles et PC vont certainement avoir aussi une hausse au niveau de leurs paramètres graphiques. C'est-à-dire que vous avez certains jeux qui vont devenir beaucoup plus beaux parce que les consoles le permettent. Vous allez aussi avoir, et ça c'est très important, le fait que comme ces deux consoles... Alors, la PlayStation 4 et la Xbox One en réalité utilisaient déjà des processeurs weaker, hein, mais ils étaient moins puissants, beaucoup moins puissants. Mais ici, évidemment, comme ils utilisent encore une fois des processeurs weaker, ça veut dire aussi que les développeurs vont être plus habitués de développer des jeux pour utiliser plein de cœurs différents. Donc, ça devrait dire aussi que si vous jouez sur PC, que les futurs jeux AAA qui sont faits sur console et tout ça devraient mieux utiliser votre PC, certainement. Surtout dans le cas de Microsoft, parce que c'est une petite news en rapport, mais j'en parlerai dans le Texama Show. Mais en gros, ils veulent faire en sorte que l'API, surtout DirectX 12 Ultra qui s'appelle, ils veulent faire en sorte que l'API pour développer surtout le ray tracing et tout ça soit la même sur la Xbox que sur PC en fait. Donc ça veut dire que si vous développez un jeu pour la Xbox, aussi bien vous auriez presque rien à faire pour le faire fonctionner sur un PC derrière. Ce qui est assez important.
Ça veut dire aussi que, encore une fois, si vous avez un PC avec beaucoup de cœur et tout ça, il serait mieux utilisé et tout ça. Donc c'est plutôt cool. Mais on en revient toujours au même truc, c'est que ça dépendra des développeurs. Franchement, soyons honnêtes, ça dépendra énormément des développeurs. Si les développeurs font de la merde avec la console, peu importe si la console est puissante, voilà, ils peuvent pas non plus. Microsoft et Sony ne peuvent pas non plus avoir une console qui compense pour le manque de, de développement d'un jeu ou d'optimisation d'un jeu ou autre chose. Donc ouais, on verra. Du coup, laquelle vous intéresse? Si vous êtes intéressé pour acheter une nouvelle console, je mettrai un petit sondage dans le petit i au-dessus à droite. Dites-moi, est-ce que vous êtes plus tenté par la Xbox Series X ou la PlayStation 5? Ou vous gardez ce que vous avez actuellement? Ou vous préférez jouer sur PC? Ou vous êtes sur Switch aussi, ça peut être une possibilité. Qui, selon vous aussi, et il y a aussi un autre point important qu'il faudra voir, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais c'est le prix. Il faudra voir le prix, hein. Ça, c'est très important aussi, parce que si la Xbox Series X est plus chère que la PlayStation 5, même si elle est plus performante, elle est plus chère surtout. Et pour beaucoup de gens, des fois, plus cher, ça veut dire, mais j'ai pas trop envie de la prendre. Donc ouais, on verra bien aussi là-dessus. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez et tout. Je rappelle que les commentaires ne sont pas là pour faire une guerre PlayStation 5, Xbox Series X, parce que je m'en fiche, moi, de ces guerres. À chaque fois, il y a une guerre, vous êtes en mode, mais à quoi ça sert? Est-ce qu'on n'est pas tous là pour jouer à des jeux vidéo? Peu importe sur quoi on joue, on s'en fiche. Ouais, donc ouais. Aussi, j'ai pas trop parlé exclusivité au niveau jeux vidéo parce que ben, ça n'a rien à voir avec les specs. Donc voilà, je suis surtout là pour parler des specs et de ce que ça veut dire physiquement ces consoles. Qu'est-ce que ça donne? Maintenant, derrière, oui, si Microsoft arrive à récupérer plus d'exclusivité ou autre chose, ça peut influencer aussi la balance. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.